Quand moi j'ai sorti le Superphone en 2022, je parlais déjà donc de ce qu'est aujourd'hui GPT, c'est-à-dire que les agents intelligents, on en parlait déjà. Le Superphone même, c'est un agent intelligent. On a choisi de résoudre un problème. Les smartphones de Steve Jobs, bon, là j'ai défié Steve Jobs en disant que quand il dit que son smartphone est intelligent, il l'est pas. Okay. Parce que son smartphone en fait ne s'adapte pas dans toutes les situations, alors que le Superphone, qui a été reconnu mondialement aujourd'hui comme une innovation majeure, sait s'adapter aux individus de manière à répondre véritablement à leurs préoccupations. Et puis on a fait l'usine. Les gens disent on ne réussirait jamais à faire un smartphone que les gens vont acheter. Mais je me suis dit, quel est le smartphone que je peux faire? Quand on verra le smartphone venu de Chine, des États-Unis et autres et tout, on peut préférer mon smartphone. La chose la plus différenciante, ce serait la langue. Nous avons près d'1 milliard de personnes qui sont victimes de l'électrisme dans le monde. Nous avons dit que plutôt que de faire lire et écrire aux gens qu'on utilise avec le smartphone, désormais par la voix et par la vision, on peut arriver à déclencher des actions de façon automatisée. Moi, ça fait 27 ans que je suis dans les universités. J'ai été président du réseau de tous les pays du CAMES pour l'enseignement supérieur. Et j'ai fait beaucoup de travaux avec l'UEMOA, l'UNESCO, etc. et tout. Et je peux vous dire aujourd'hui que le système universitaire tel qu'on l'a aujourd'hui dans nos pays, on doit totalement le repenser. Alors, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir M. Alain Kapou-Chichi, entrepreneur à succès et inventeur du Superphone. Il aura l'occasion de nous dire de quoi est-ce qu'il est question. Ce sera sûrement un échange que vous ne voudrez surtout pas rater. Alors, monsieur, comment est-ce que vous allez? Bonjour, ça va très bien. Oh, vraiment, c'est un honneur pour moi de vous recevoir sur ce plateau parce que, comme je vous l'ai dit à notre première rencontre, je suis votre parcours depuis un moment. Et ça a été vraiment un honneur que vous m'appeliez pour que je puisse visiter votre usine et votre centre d'incubation au niveau du Vitib. Alors, est-ce que vous pourrez vous présenter pour ceux qui vous découvrent la première fois? Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être là, de pouvoir échanger. Je suis docteur Alain Kapou-Chichi. Je suis docteur en sciences de l'information et de la communication. Donc, j'ai fait ma thèse de doctorat en informatique à l'Université Paris 8 en France. Et j'ai fait une co-tutelle avec l'Université de Montréal. Donc, c'est une co-tutelle de thèse. Et je suis surtout connu, comme vous l'avez dit, comme l'inventeur du Superphone. Donc, le smartphone qui parle les langues africaines. Voilà, donc je préside aussi depuis une vingtaine d'années le groupe Cerco, qui est un groupe qui dispose de plusieurs entités à la fois dans l'éducation. Nous avons des universités, mais nous avons aussi des usines de fabrication, aussi bien en Afrique, au Bénin, au Burkina, en Côte d'Ivoire, qu'en Europe. On a ouvert une antenne en France et on a aussi une succursale en Chine. Donc, vous exercez dans ce métier depuis combien d'années par là? Alors, j'ai commencé à 18 ans, ça remonte à 98, donc ça fait près de 27 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est dommage aujourd'hui que les jeunes fassent de longues études et ne trouvent pas de travail. Moi, j'ai créé mon entreprise, je n'avais même pas de diplôme. Et donc, c'est vraiment important aujourd'hui qu'on arrive à démystifier ce que c'est que l'entrepreneuriat, mais aussi l'invention, l'innovation, parce que c'est juste une affaire de comment on sait, comment on peut faire. Et je pense que c'est un grand défi et je pense qu'au cours de cette émission, on pourrait peut-être éclairer un peu la lanterne des jeunes et leur donner l'occasion de croire en notre continent parce qu'il y a tellement de problèmes ici que on peut apporter des réponses réelles par l'entrepreneuriat et par l'innovation. Wow, super. Donc, vous débutez très jeune en 98. Aujourd'hui, nous sommes en 2025 avec aussi l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies. Comment est-ce que vous appréciez l'évolution de l'informatique en ces années-là et aujourd'hui? Voilà, c'est une évolution extraordinaire parce que moi, je me rappelle en 98, j'avais acheté le premier ordinateur, c'était pour une centaine d'élèves et puis on mettait l'ordinateur et les gens passaient du temps pour découvrir juste le clavier et l'ordinateur. Aujourd'hui, on a les ordinateurs dans toutes les mains avec le smartphone. Donc, c'est important aujourd'hui que les jeunes sachent qu'ils ont une grande opportunité, que nous pouvons faire un saut technologique réellement parce que le savoir est à disposition. Et l'enjeu pour tous les pays aujourd'hui, c'est comment on utilise le savoir. Alors qu'avant, le savoir n'était pas accessible pour nous. Donc, je crois que c'est là maintenant qu'il faut éclairer vraiment les jeunes pour qu'ils cessent en fait de penser que l'école, nos universités, l'environnement qu'on crée ne doit plus être un blocage,
et que ce qui est important aujourd'hui, ce n'est pas le savoir, ce qui est important, c'est comment on utilise le savoir pour transformer la communauté. D'accord. Et aujourd'hui, on remarque qu'il y a pas mal de startups. Je suppose que quand vous avez débuté, c'était, comme vous l'avez dit, un ordinateur pour 100 personnes. Aujourd'hui, déjà, je veux savoir un peu comment est-ce que vous définissez l'innovation et comment est-ce que quel commentaire vous avez à faire sur toutes ces startups qui naissent, ces jeunes entrepreneurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat digital grâce au web, grâce à Internet et tout ça? Bon, moi, en tant que spécialiste, d'abord, je peux définir l'innovation comme le processus de la création d'un nouveau produit et qu'on l'introduit sur un marché. Eh bien, ça peut être assez complexe pour les personnes. Et si on doit dire plus simplement, c'est que voilà, je suis dans un environnement, j'observe un problème, donc un manque, une insatisfaction, et je tente d'apporter une réponse. Quelque chose ne va pas. Donc, je vais imaginer, comment je fais pour répondre, résoudre ce problème-là. Et déjà, on rentre dans un processus donc, de création d'idées nouvelles. Donc, on passe du besoin simplement que j'ai observé à l'étape où je crée des idées, donc l'étape de la créativité. Maintenant, cette idée-là peut être une idée folle. Donc, j'imagine par exemple que bon, la tomate pourrie, et puis je décide de créer quelque chose pour répondre à ça. Donc, ça peut être pas un service, ça peut être pas la création d'un produit. Donc, j'imagine d'abord la solution. Et après, une fois que j'ai imaginé la solution, il faut que je mobilise les moyens pour transformer cette solution que j'ai imaginée en produit réel ou bien en service réel. Donc là, je mobilise autour de moi des moyens pour réaliser le service. Là, on va parler d'invention, parce que là, je parle de la créativité simplement à la création du produit. Quand le produit est créé pour la première fois, on va parler de l'invention du produit. Et après, maintenant, je dois travailler pour que cette invention-là soit introduite dans le marché. Là, on va parler d'innovation. Donc, vous voyez bien que l'innovation, c'est un processus. Ce n'est pas seulement créer un nouveau produit, mais c'est également l'introduire et que le produit soit adopté par un plus grand nombre de personnes. Mais comment est-ce qu'on peut innover sans grande formation? C'est-à-dire, à votre niveau, vous avez dit, à 18 ans déjà, vous avez commencé à entreprendre. Je suppose qu'à cet âge-là, vous cherchez déjà à créer de nouvelles choses, à répondre à des besoins. Donc, comment est-ce que vous vous êtes en sorti? D'abord, Dieu nous a donné toute cette capacité à observer. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas la formation qui définit ce que vous allez créer. Quand je suis dans un environnement, il fait chaud quelque part, je me sens mal, je ressens quelque chose, donc j'ai un besoin. Donc tout le monde peut ressentir quelque chose, observer, écouter des plaintes et autres. Donc ça, c'est la première étape que Dieu nous a tous donnée. Donc dans le monde entier, partout, tout le monde peut innover. Donc, mais ça suit des étapes. Donc la première étape, je ressens un problème, je vois que des gens ont des problèmes, j'observe ça, mais je ne reste pas simplement insensible. Je m'intéresse à ce qu'ils font. Et maintenant, je tente de répondre à ces besoins-là par la réflexion d'abord pour imaginer des solutions. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais imaginer plusieurs solutions. Je vais choisir une des solutions que je vais mettre en œuvre. Donc, je vais développer pour soit en faire un service, soit en faire du moins un produit. OK? Maintenant, ce produit-là que j'ai réussi à créer, c'est l'invention. J'ai inventé le produit pour la première fois. Maintenant, après, je vais travailler pour que ce produit-là soit utilisé par tout le monde. Donc, je vais définir le marketing, c'est-à-dire le prix du produit. Je vais pouvoir convaincre les personnes pour l'acheter, etc. Donc, c'est un processus assez simple. Et nos parents, même dans l'Antiquité, vous savez, imaginaient des solutions. Moi, je parle beaucoup de l'éventail connecté souvent. L'éventail, par exemple, nos parents avaient leur champ et puis les oiseaux venaient pour ronger tout ce qu'ils avaient fabriqué, ils avaient produit. Et les parents ont imaginé, par exemple, qu'ils peuvent laisser leurs habits dans le champ. Vous voyez, et puis, bon, évidemment, toute innovation implique des limites. Mais à l'époque, les oiseaux venaient et découvraient que, bon, Alex est dans son champ, même s'il n'est pas là, il a quelque chose qui le représentait avec le chapeau et autres. Bien sûr. Voilà, donc, quand je sens un problème, l'entrepreneur, comme l'innovateur, doit apporter une réponse. Donc, on commence à être un entrepreneur. Maintenant, un entrepreneur innovant, c'est celui qui vraiment crée un produit qui se différencie des autres, qui apporte une valeur ajoutée véritablement. Donc, c'est dommage vraiment qu'on est en Afrique. Voilà, on n'a pas du plaisir à créer des produits parce que nous avons tellement de problèmes que normalement tout le monde doit être en train de créer des problèmes. Nous avons été habitués à consommer les mêmes choses, à faire les mêmes choses, ce qui fait que voilà, nous n'arrivons pas vraiment à créer une différenciation fondamentale.
Wow, wow. Donc, est-ce que c'est de toutes ces frustrations que vous avez remarquées, que vous avez décidé de lancer le Superphone, ou quelle a été la motivation? Moi, d'abord, bon, pour le Superphone, c'est une histoire assez simple, hein. Bon, j'avais la chance de suivre mon papa très jeune. Mon papa était analphabète, n'a jamais été à l'école, mais ma maman non plus. Mais c'est quelqu'un qui nous disait toujours, vous avez été à l'école, mais la raison, tout le monde, en fait, peut accéder à la raison. OK? L'intelligence n'est pas dédiée à des gens qui ont été à l'école et autres et tout. Mais il était très frustré quand on allait à la banque, par exemple, et autres et tout, et que on doit écrire son nom, son prénom, ou bien quand il reçoit de l'argent, on est obligé de lui expliquer à chaque fois quand il reçoit une lettre. Donc, je sentais que c'était quelqu'un qui était accompli, mais qui avait cette frustration à chaque fois parce qu'il ne sait pas lire et écrire, que les gens devaient l'aider. Donc, quand moi, j'ai eu l'occasion, effectivement, de faire jusqu'à la thèse de doctorat, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Parce que les Africains, je pense qu'on n'a pas beaucoup de créateurs dans nos pays. Peut-être que le système colonial a été fait aussi pour qu'on soit des suiveurs. Mais à mon avis, quand moi j'ai eu la chance en fait d'aller aux États-Unis, d'aller en Chine, d'aller au Japon, donc j'ai parcouru le monde et j'ai vu, mais pourquoi les autres sont des créateurs, pourquoi nous on ne peut pas? Voilà, donc je me suis intéressé un peu à ce problème-là de mon père analphabète, et des communautés. Je dis, bon, comment je fais pour régler ça? Donc ça passe par, évidemment, la mobilisation de moyens pour voilà, observer les problèmes, comme je l'ai dit. Donc voilà, il ne sait pas lire et écrire. Maintenant, comment je fais pour créer un produit différenciant? Donc plutôt que de lui apprendre à lire et écrire à 80 ans, mon père est décédé maintenant. Voilà, comment on fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il a déjà comme chose accessible, la voix, la parole. Donc lui, il peut parler dans sa langue. Il peut émettre des commandes vocales et les commandes peuvent permettre à ce qu'on peut, comment on appelle, on peut résoudre des problèmes. Donc c'est comme ça. Donc on a développé tout un système qui permet, lorsque tu parles, le système reconnaît ce que tu dis et agit en fonction. Donc nous, on était quand moi j'ai sorti le Superphone en 2022, je parlais déjà donc de tout ce qu'est, en tout cas de ce qu'est aujourd'hui GPT. C'est-à-dire que les agents intelligents, on en parlait déjà, le Superphone même, c'est un agent intelligent, en quelque sorte, du moins ce qui était. Donc, voilà. Donc, on a choisi de résoudre un problème. Les limites des produits existants, c'est que les smartphones de Steve Jobs, bon, là, j'ai défié Steve Jobs en disant que quand il dit que son smartphone est intelligent, il ne l'est pas. Okay. Parce que son smartphone, en fait, ne s'adapte pas dans toutes les situations, alors que le Superphone, qui a été reconnu mondialement aujourd'hui comme une innovation majeure, sait s'adapter aux individus dans leurs forces, dans leurs préférences, de manière à répondre véritablement à leurs préoccupations. Et comment ça se fait? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous donner, par exemple, des cas d'utilisation? Parce que vous dites que c'est un peu comme un agent IA. Donc, ce n'est pas un téléphone qui ne fait que parler d'autres langues. C'est ça. Mais quelles sont les autres fonctionnalités qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans les smartphones classiques? En fait, quand je prends le smartphone de Steve Jobs, moi, j'ai démontré simplement, c'est une thèse que j'ai faite en disant, quand on parle d'intelligence, parce que Steve Jobs dit smart, donc le téléphone est intelligent. Et je dis non. En réalité, l'intelligence est situationnelle. Quand tu prends en fait le smartphone de Steve Jobs, et que nous sommes deux, et nous demandons tous, par exemple, je dis je veux manger par exemple, si on est au même endroit, nous deux, il nous donnera la même réponse. Okay. Vous voyez un peu? Alors que, en réalité, moi, quand je veux manger le matin, ne veut pas dire ce que je veux manger le soir. Si je suis dans un endroit différent, ce qui est dans mon entourage n'est pas le même que si quelqu'un d'autre est dans un autre endroit. Donc, vous voyez donc l'intelligence doit être situationnelle. Et l'exemple que je donne le plus intéressant, il dit, bon, si on est au premier étage, par exemple, et que quelqu'un tente de nous attaquer, et que j'arrive à m'en sortir, et voilà, les gens rentrent avec un pistolet, par exemple, et puis on arrive à sauter, on va dire, il s'est sauvé parce qu'il a fait preuve d'intelligence. Mais, si on se retrouve au 23e étage, et j'ai le même comportement, c'est-à-dire qu'en temps de m'attaquer, je saute par la fenêtre, et je tombe, c'est sûr que je vais mourir. Donc, si j'ai le même comportement dans la même situation, c'est pas que je suis intelligent. Donc, l'intelligence, ce n'est pas une capacité à reproduire la même chose. Okay. L'intelligence, c'est une capacité, en fait, à observer la situation pour adapter une réponse qui s'y a à la situation. Ce que le smartphone ne fait pas. Okay. Donc, moi, j'ai dit, c'est le Superphone. Bon, évidemment, aujourd'hui, on n'est plus à l'étape où on défend les thèses ou pas.
mondialement, c'est reconnu que le superphone a été fait par un Africain et j'ai reçu le prix mondial de l'alphabétisation en 2023. Voilà, c'est ça. super. Et je pense qu'il y a aussi un aspect impact parce que on sait qu'en Afrique, il y a beaucoup de nos populations qui ne sont pas alphabétisées, comme vous avez décrit l'exemple de votre père. Donc, je suppose que ce téléphone-là permettra de démocratiser l'accès à l'information, l'accès à la technologie. Absolument. C'est-à-dire que moi, quand moi je me rappelais, en 2015, j'ai dit, je vais faire une usine. Les gens ont dit, bon, comment un Africain ne pourra jamais faire une usine? J'ai dit, mais quand je vais en Chine, partout, je vois des gens faire des usines. Pourquoi on ne le ferait pas? Et puis, on a fait l'usine. Les gens ont dit, on ne réussirait jamais à faire un smartphone que les gens vont acheter. Mais je me suis dit, quel est le smartphone que je peux faire qui fera que, quand on verra le smartphone venu de Chine, des États-Unis et autres et tout, on peut préférer mon smartphone. Donc, c'était d'abord ça à la base. Et on s'est rendu compte que l'effet différenciant, le truc, la chose la plus différenciante, ce serait la langue. Parce que la langue, en fait, est vraiment, ça nous permet de créer un contexte. Je pense que c'est ça qu'on a réussi d'abord à faire. Et après, évidemment, nous avons près d'1 milliard de personnes qui sont victimes de l'électrisme dans le monde, y compris aux États-Unis. Vous avez près de 20% de personnes qui sont analphabètes aux États-Unis. Vous voyez un peu, donc l'analphabétisme est un problème important. Et au-delà de ça, l'électronisme, bon, ça c'est un terme technique en fait, où dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aujourd'hui des problèmes vraiment pour pouvoir manipuler les objets technologiques. Et aujourd'hui, nous avons dit que plutôt que de faire lire et écrire aux gens qu'on utilise avec le smartphone, désormais par la voix et par la vision, on peut arriver à déclencher des actions de façon automatisée. Et aujourd'hui, non seulement on a fait le superphone, mais on prépare une version 2 qui sera totalement multilingue. Donc, aujourd'hui, avec le premier smartphone, on a fait, donc ça parlait d'une centaine de langues. Mais aujourd'hui, quelle que soit ta langue, dans le monde entier, et ça, c'est une exclusivité. OK? Le smart, parce que chacun peut avoir, en fait, même sa langue, en fait. OK? Parce que je peux entraîner, en fait, mon smartphone pour qu'il soit capable, en fait, d'exécuter des actions qui concernent, en fait, mon organisation, mon entité, ma propre personne, ma famille, etc. Voilà. C'est vraiment une super IA dans un téléphone. En fait, c'est une combinaison des deux. Absolument. C'est un ensemble. Parce que, en fait, c'est pas que l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle est dans un écosystème qui favorise, en fait, la collecte des données de manière, en fait, à agir aussi. Voilà, de façon convenable. Et quelles sont les difficultés que vous avez? Parce que vous aviez parlé de 2015, personne ne croyait. Donc, ça signifie que vous avez l'idée sûrement depuis très longtemps. Et c'est en 2022 que vous avez lancé la première version. Donc, durant tout ce laps de temps, quelles étaient les difficultés? Les difficultés sont énormes parce que, bon, quand j'ai été voir les banques au début, j'ai vu 2,5 milliards pour créer une usine. Bon, les banques ont dit, mais c'était difficile. Et bon, il a fallu sortir les ressources. Heureusement que j'avais des activités antérieures qui me permettaient de financer donc l'usine, donc que j'ai mis dans le Vitib, dans la zone franche. Et après cela, il a fallu créer le produit. Et même quand le produit était sorti, que j'en avais des commandes qui étaient autres et tout, c'était important qu'on mobilise du financement à grande échelle parce que, bon, quand on te commande, un opérateur te dit, par exemple, je veux 200 000 téléphones, mais 100 000 téléphones, c'est pas 1 milliard, 2 milliards, donc c'est beaucoup d'argent qu'il faut mobiliser pour d'abord répondre en fait à cette demande-là. Donc, ça aussi, c'est la limite aussi qu'on a en Afrique, que l'écosystème est fait pour l'import-export. Moi, j'ai l'habitude en fait de dire à mes banquiers que voilà, ils sont là simplement pour des personnes qui vont acheter quelque chose et venir revendre. Voilà, et donc des appels d'offres qu'on donne dans les marchés, et puis bon, au bout de 60 jours, le gars a son argent. Alors qu'en fait, une usine, tu investis 7 ans sur 10 ans. Donc, pour la moitié. Évidemment, on n'est pas préparé à ça. Donc, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que, au-delà, en fait, de ce que tu as cette capacité-là intellectuelle à faire des choses, à un moment donné, il y a des choses que ce n'est pas toi qui le fais, c'est l'écosystème qui doit faire. Bien sûr. Moi, je ne sais pas créer des banques, je ne sais pas mobiliser des financements. Donc, mais quand on a vraiment créé le superphone, à un moment donné, il y a eu tellement de publicité au niveau international que j'ai eu des propositions de partout dans le monde. Donc, on a pu mobiliser le financement, mais pas en Afrique. OK. Et comment l'écosystème l'a accueilli? Comment, je veux dire, les premiers utilisateurs ont accueilli ce téléphone? Voilà, donc on a eu du succès. Je crois que c'est l'utilisation qui fait que le nombre de commandes, parce que pour lever des fonds, il faut mobiliser, il faut démontrer que vous avez un marché.
un marché qui scale. Donc, nous, on a eu la chance, en fait, d'avoir des opérateurs comme Orange, comme MTN, comme tous les opérateurs, et surtout au niveau international, que les gens aient compris que, voilà, il y a une innovation de rupture. Parce que vous savez que en matière d'innovation, il y a l'innovation relative, vous améliorez juste un produit. L'innovation de rupture, vous changez la technologie, même la manière de concevoir le produit. Bien sûr. Donc, quand vous faites une innovation de rupture et que vraiment c'est précurseur de quelque chose à venir, voilà, parce que moi j'ai annoncé donc l'avenir des smartphones à travers les superphones. Donc ça fait que évidemment au niveau de la science, c'est quelque chose qui dans le monde de la science on se respecte parce que bon voilà, c'est une affaire en fait de brevet, c'est une affaire également de savoir-faire et aussi d'influencer l'écosystème donc industriel international. Wow. On se rend compte qu'au niveau des startups, bon, je veux dire des entreprises technologiques qui se lancent, généralement on dit que le financement c'est un problème, tout et tout. Je pense que pour vous aussi c'était 2 fois un problème parce que vous aviez besoin aussi d'argent pour l'usine. Il y a de la logistique, ce n'était pas que logiciel, fallait construire des smartphones. Donc j'imagine que les banques ne vous ont pas prêté forcément de l'argent, je ne sais pas. Non, moi j'ai jamais eu bon, je vais vous paraître. J'ai d'abord créé mon entité, j'avais avec 0 francs. Donc, j'ai écrit un livre ici à 25 ans où j'explique un peu le processus en fait de comment on a pu faire. Donc, au début, je n'avais pas eu besoin de financement, donc j'ai mobilisé des ressources dans mon entourage et également, voilà. Et donc, quand on a développé suffisamment d'entités et que j'ai vu aussi que ce qui était important, c'est que je consommais beaucoup parce que j'avais des écoles partout, j'avais plus de 100 000 élèves, voilà, et que j'ai formés. Et donc, j'avais senti que la technologie était indispensable, que les gens devraient utiliser au quotidien des choses et que je ne gagnais pas en fait à importer à chaque fois des produits alors que nous formons les étudiants en technologie, etc. et tout, qu'on peut commencer à fabriquer des choses. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir déjà une assise financière qui me permettait de dire je vais faire une usine en zone franche, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Parce que là, ce n'est pas quelque chose qui est évident. Mais ça n'a pas empêché que malgré que j'avais des garanties, malgré que j'avais un projet qui était superbe donc et autres et tout, que les banques m'ont fait tourner pendant 1 an, 2 ans, 3 ans à travers des comités de crédit. Non, ce n'est plus ici à Abidjan, c'est maintenant aller à Lomé. Je ne veux pas citer le nom de banque. Mais j'ai senti que vraiment, vous pouvez avoir la meilleure idée possible. L'écosystème, en fait, n'est même pas préparé parce que vous allez convaincre les comités de crédit, les risques et autres et tout, mais les gens sont bloqués dans leur tête. Donc, voilà, à un moment donné, j'ai fait l'usine, donc sur fonds propres. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu parce que j'ai eu le temps de me rendre compte trop tard que les banques me tournaient. Mais à chaque fois que j'avais une petite économie, je mettais et donc j'ai réussi à faire l'usine. Et après, bon, il y a eu des partenariats que j'ai pu faire aussi qui m'ont favorisé la chose avec le VITI, par exemple. On a des exonérations fiscales et douanières. On a vraiment des allègements qui permettent en fait de développer une innovation. Wow. Donc, vous étiez aussi l'un des premiers à occuper le VITIB? Oui. Parce que 2015, c'était très, très tôt. Hein. Oui, non, c'est bon. Même jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu beaucoup d'entreprises dans le VITIB qui est réellement installer une entité à part les data centers. Donc, c'est vous dire qu'on a véritablement un gros problème à faire qu'on n'a pas d'entrepreneurs. Quand ils disent on n'a pas d'entrepreneurs, beaucoup de gens vont être fâchés. Mais je suis désolé, on n'a pas d'entrepreneurs. Quand on dit on n'a pas d'entrepreneurs, mon père a été entrepreneur. Mon père n'a jamais été à l'école, il a été entrepreneur. Mais les entrepreneurs d'aujourd'hui, c'est vraiment les gens qui sont préparés pour générer des revenus suffisants pour que nous puissions employer beaucoup de jeunes. Voilà. Et le problème aujourd'hui, on a des micro-entrepreneurs. Voilà, les gens qui font il y a des startups, les gens font des concours à gauche, à droite, ils font des choses et rares sont les entreprises qui arrivent à dépasser 1 milliard, 2 milliards de chiffre d'affaires. Donc, on a vraiment des PME, des TPE et il faut véritablement qu'on ait une politique dans les pays pour que nous commencions à fabriquer des petits champions, parce que c'est ça qui va faire que nous allons sortir vraiment de cette pauvreté-là qui nous ronge depuis des années.
Et je pense que c'est dans ce sens-là que il y a un autre aspect aussi dont on ne parle pas. Mais vous cherchez aussi à former. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez formé environ 100 000 jeunes parce que vous avez des universités et tout. Et je sais que quand j'étais au niveau du VITI pour vous rencontrer, j'ai découvert un univers qui était vraiment passionnant. J'ai visité l'usine. Mais j'ai découvert aussi un camp que vous avez mis en place depuis un moment pour former les jeunes pour les apprendre comment être disciplinés. Et en 48 heures, apprendre au moins à écrire une ligne de code. Donc, j'aimerais comprendre quelle est votre conception, quelle est votre vision derrière l'apprentissage. Est-ce que le système actuel est un peu biaisé? Ça n'apprend pas, ça ne forme pas les leaders de demain. Et qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer aussi dans la création de ce camp? Moi, ça fait 27 ans que je suis dans les universités. J'ai été président du réseau de tous les pays du CAMES pour l'enseignement supérieur. J'ai travaillé avec le CAMES et j'ai fait beaucoup de travaux avec l'UEMOA, l'UNESCO, etc. Et je peux vous dire aujourd'hui que le système universitaire tel qu'on l'a aujourd'hui dans nos pays, on doit totalement le repenser. OK? Parce que au centre, en fait, de la formation aujourd'hui, on a la connaissance. Vous savez, quand on prend la taxonomie de Bloom, c'est nous, les enseignants, on en parle souvent. On a d'abord la connaissance, la compréhension, l'application, l'évaluation et puis la créativité. Donc, la créativité qui va amener à l'innovation est en haut, sauf que l'école s'arrête juste à la connaissance. C'est-à-dire que tu dois connaître ceci, ceci. Et les gens ont beaucoup de connaissances dans leur tête, mais ils ne font rien avec leurs connaissances. Donc, l'école n'amène pas à utiliser la connaissance pour résoudre des problèmes. Et donc, il faut fermer les universités. Aujourd'hui, tel que ça se va là, ça forme des chômeurs et pendant 50 ans, ça va former les chômeurs qui ont dû faire quelque chose. Donc, et à un moment donné, moi, j'avais cru que je pouvais sensibiliser, évangéliser. Vous voyez un peu, donc j'ai écrit des livres avec l'ancien secrétaire du CAMES, paix à son âme, M. Bertrand Bachir. J'ai travaillé avec lui pendant quelques années. Et après, j'ai été dans les conseils des ministres de l'enseignement supérieur où j'ai rencontré tous les ministres de l'enseignement supérieur. J'ai dit, ce que vous faites là, dans nos pays là, vous nous amenez directement du moins dans l'abattoir parce que les jeunes, de plus en plus, sont nombreux et les écoles en forment massivement et c'est des chômeurs qu'on sort. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont 30 ans, 35 ans, qui sortent, qui ne trouvent pas du travail, qui sont encore chez leurs parents, qui ont étudié, ils sont dans une situation de mort sociale. On ne peut pas continuer à croire que ces jeunes-là, qui ont fait de longues études, soient capables de rien du tout. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui quittent nos pays pour aller mourir dans les eaux méditerranéennes en Italie. Moi, je suis allé, mes vacances d'aînés, je suis allé jusqu'en Italie pour aller rencontrer les jeunes pour dire, mais pourquoi vous partez? Pourquoi vous partez? Pourquoi vous ne pouvez pas rester en Afrique? Et donc, on ne peut pas continuer à faire. Donc, moi, j'ai compris qu'il faut laisser le système. Il faut, maintenant, c'est pourquoi j'ai travaillé en dehors. Sinon, je n'avais pas besoin de ça. J'ai une usine, j'ai des commandes et autres et tout. Mais je me suis dit, si nous, on a réussi à faire l'innovation et que ça a été une innovation mondiale, on peut amener d'autres jeunes à comprendre comment on fait le processus. Donc, on a mis en place le camp pour, montrer aux jeunes comment on observe juste un problème. Et ça, il n'a pas besoin d'être quelqu'un qui va à l'école. Et s'il est à l'université, c'est encore bien. Voilà. Mais ce n'est pas réservé, en fait, le fait de voir quelque chose et d'apporter une réponse, tout le monde peut le faire. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, le jeune, on lui montre comment est-ce qu'on arrive à créer quelque chose. Donc, on a mis en place un écosystème où il peut faire ça. Mais nous sommes aussi dans un contexte aujourd'hui où les choses changent de façon radicale et tous les jours pratiquement. Donc, il y a beaucoup de métiers qui sont influencés. C'est-à-dire, tous les métiers aujourd'hui, les 80% des métiers d'aujourd'hui ne vont pas plus exister dans quelques années. Donc, c'est important déjà de savoir que la technologie change ces métiers-là. Et donc, dans le camp, on peut venir aussi s'immerger dans la technologie. Comprendre c'est quoi, par exemple, l'intelligence artificielle, comprendre c'est quoi un objet connecté, c'est quoi la réalité augmentée, c'est quoi la robotique, c'est quoi la big data, mais de façon ludique. Et après, comprendre les évolutions de ces technologies-là sur son métier pour en même temps faire le virage avec les gens. Donc, les gens peuvent venir en 48 heures, un week-end, je suis dans un métier déjà, et je peux voir quel est le futur de mon métier et en même temps me spécialiser davantage pour être incontournable. Donc, ça, c'est vraiment le camp du futur participe un peu à ça. Mais vous avez parlé aussi, en fait, donc du camp militaire, parce que j'ai vu aussi que un innovateur, quelqu'un qui veut inventer quelque chose doit être organisé. C'est-à-dire qu'à la base, nos jeunes n'ont pas cette capacité organisationnelle. Vous voyez, ce qui fait que quand ils commencent quelque chose,
ils n'ont pas aussi la résilience, ils abandonnent vite. Donc, déjà, on apprend à se lever tôt, on apprend à être ponctuel, à respecter les délais, on apprend de moins à être résilient, parce que quand vous démarrez une activité, surtout une activité industrielle, il faut être endurant, il faut croire en vous-même, en vos capacités, etc. Et tout. Mais c'est aussi un endroit, au-delà de la spécialisation, comment on appelle, nous pouvons aussi donner la possibilité aux gens de se motiver, de pouvoir en fait dire je veux être utile pour le monde. Voilà, et donc savoir que je suis arrivé sur cette terre, c'est parce que je veux impacter ma communauté, mon environnement, mais aussi le monde, mais aussi l'entrepreneuriat où on peut créer un produit et après innover totalement. D'accord, donc c'est clairement une alternative au système éducatif qui existe là actuellement. Bon, c'est parce que vous avez demandé mon avis. Sinon, moi, j'ai cessé de donner des avis. Moi, j'avais cru avant que bon, vous savez, j'ai été je suis maître assistant des universités du Cameroun en génie informatique, donc j'ai fait le parcours universitaire et j'ai eu la chance aussi de rencontrer tous les conseils au niveau du CAMES, les 19 pays de l'espace CAMES pour que ce soit le CCG, etc. Et tout. Je suis allé évangéliser dans les pays, j'ai eu des missions où j'ai fait ça et j'ai vu que voilà, le système est lourd parce qu'il y a des gens, des professeurs qui font les mêmes cours depuis 30 ans, qui continuent de faire le même cours. Et lui, il n'a aucun intérêt à ce qu'on lui dise qu'il y a innovation. Lui, il a fait le même cours que son papa ou bien son professeur, lui a fait depuis 30 ans. Lui, il reproduit la même chose du moins aux enfants d'aujourd'hui. Donc lui, je ne m'intéresse plus. Par contre, si lui, il veut, il peut venir dans le camp en une demi-journée ou bien en 2 jours, il va transformer la vie des autres. Donc le système aujourd'hui tue les talents. Le système, en tout cas universitaire, pour le système de formation, je vais dire aujourd'hui tel qu'il est fait, centré sur la connaissance, tue les talents des jeunes. Alors qu'aujourd'hui, la connaissance n'est plus un enjeu parce qu'elle est accessible. Vous comprenez? L'enjeu aujourd'hui, c'est comment on utilise la connaissance pour transformer la communauté, pour résoudre des problèmes. Parce que la connaissance est disponible. Alors qu'avant, la connaissance est dans les églises, c'est dans les trucs qu'il faut aller chercher, dans les livres qu'il faut aller chercher. Aujourd'hui, je prends mon téléphone tout de suite, je demande quelque chose, je l'ai. Donc l'enjeu n'est pas est-ce que j'ai accès à la connaissance. L'enjeu, c'est comment j'utilise la connaissance pour résoudre des problèmes. Je veux, ce micro-là ne marche pas. Comment je fais pour résoudre ça? Est-ce que j'ai besoin forcément d'être technicien pour le régler si le micro ne marche pas? Aujourd'hui, je peux prendre mon téléphone, photographier le truc et tout, j'ai tel problème, il va m'expliquer ce que je vais faire et je vais utiliser ce qu'il m'a dit pour agir. Alors qu'avant, impossible en fait de pouvoir agir par rapport à ça. Donc aujourd'hui, les Africains doivent savoir que nous sommes arrivés dans un contexte où désormais la connaissance est accessible. Mieux, même si tu veux apprendre quelque chose, tu ne peux pas tout apprendre. Et ce n'est pas pour rien que Socrate même a dit que ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où, même si tu sais quelque chose, ce que tu sais est tellement infime par rapport à ce que le monde sait et ce qu'un petit téléphone est capable de savoir. Donc, ce n'est plus la peine, en fait, d'être dans la capacité à apprendre, d'emmagasiner des choses. Ce qui est important aujourd'hui, c'est comment j'utilise la connaissance, comment je sais utiliser la connaissance, comment je sais mobiliser le savoir. Mieux, cette connaissance-là qu'ils apprennent dans les universités, de toutes les façons, est obsolète le lendemain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la connaissance, c'est-à-dire ce que nous apprenons, change. Ce qui fait qu'en fait, si tu apprends quelque chose, de toutes les façons, ça va changer. Donc, l'enjeu aujourd'hui, ce n'est plus d'apprendre quelque chose qui va changer. Pourquoi tu vas apprendre quelque chose qui va devenir obsolète? Ce qui est important aujourd'hui, c'est comment je fais pour apprendre rapidement. C'est-à-dire que ce n'est plus, je vais apprendre, stocker ça dans ma mémoire, pour qu'au moment où j'en aurai besoin dans 3 ans, dans 4 ans, je puisse l'utiliser. C'est une erreur de l'école. Il faut aujourd'hui qu'on soit plus dans la capacité de dire, quand j'ai besoin de mobiliser la connaissance que j'apprends. Vous avez vu que les choses ont changé. C'est-à-dire qu'avant, je vais à l'école, je fais première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, j'étudie des choses, j'ai un diplôme, je vais en entreprise, et c'est en ce moment-là que l'entreprise va me demander des choses que je vais utiliser, ce que j'ai appris pendant 5 ans pour lui donner la réponse. Sauf qu'avant que je ne finisse de faire les 5 ans, ce que j'ai appris déjà est devenu obsolète. L'entreprise me demande quelque chose que, de toute façon, n'est plus d'actualité. Donc, l'enjeu n'est plus d'apprendre les choses autour de tout. C'est que l'école me donne les capacités pour que quand on va me demander les choses dans l'entreprise, en 2-3 jours, je sois capable d'apprendre rapidement. C'est pourquoi j'ai mis en place le concept de 48 heures. L'idée, c'est ce qu'on appelle le social learning, c'est la capacité non plus à
apprendre des choses et de les emmagasiner, mais à apprendre rapidement pour délivrer quelque chose. Vous comprenez? Parce que quand en entreprise, j'ai appris par exemple du Python et j'ai entré dans une entreprise, on me dit non, c'est du C# ou bien c'est tel langage qu'il faut, etc. et tout. OK? On a perdu. Je suis perdu. Ouais. On dit non, je ne sais pas. Non. De toutes les façons, il y a tellement de choses que tu ne sais pas que ce n'est plus la peine de vouloir savoir. Par contre, lorsque je ne sais pas, qu'est-ce que je fais? Je mets en place un processus pour savoir. Et ce processus-là n'a pas besoin d'être long. Je peux mettre en place un processus pour qu'en 48 heures, je sois capable, en fait, d'être capable de délivrer quelque chose. C'est ça l'enjeu aujourd'hui de toutes les entreprises. La capacité d'innovation, et les choses changent tellement vite que l'enjeu, c'est vraiment comment on utilise le savoir. Maintenant, la chance que tout le monde a aujourd'hui, c'est que tout est disponible et accessible à tout le monde. Donc, c'est comment on prépare maintenant les jeunes à utiliser leur environnement. OK, je ne sais pas quelque chose. Bon, bingo. De toute façon, Socrate l'a dit. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc, le fait de ne pas savoir, c'est très intéressant. Parce que si tu sais que tu ne sais pas, ça veut dire que tu vas mettre en place le processus pour savoir. Donc, c'est une prise de conscience. Tu vois, et donc, tu vas mettre en place le processus. Mais le problème, c'est que les gens ne savent pas comment savoir. Vous voyez un peu? Et l'environnement donc, que nous avons mis en place dans le camp, c'est quand ils arrivent, on leur montre comment savoir rapidement. Vous voyez un peu? Et en 48 heures, ils viennent. Ils vont, tu veux faire la gestion de projet, tu veux faire des big data et tout, tu vas apprendre sans prérequis. Parce que ça aussi, c'est l'autre problème de l'école. On te dit, si tu veux faire les capteurs, il faut d'abord avoir telle base, faire de l'algorithme. C'est tout, c'est faux tout ça. Et c'est de l'imbécilité. En fait, je suis révolté. Parce que, vous savez, moi, j'ai déjà été entrepreneur. Dans la formation, j'ai créé des universités et j'ai vu les jeunes qu'on a formés dans le monde entier aujourd'hui. Voilà, j'ai des jeunes aux États-Unis, au Canada, un peu partout en Chine, qui ont été des majors partout. Et on sait comment on fait les jeunes, comment on forme les talents. On sait ça. Mais pourquoi aujourd'hui on ne peut pas faire ce saut-là et commencer maintenant à cesser de dire que c'est la connaissance qu'on doit utiliser et tout, et commencer maintenant à fabriquer des choses. Et là encore, on va dire non, c'est un problème de moyens. Non, c'est pas un problème de moyens, c'est que les gens ne savent pas, c'est tout. Nous avons des politiques qui ne savent pas. Catastrophe. Nous avons des autorités qui ne connaissent rien de tout le processus. Et ça fait que nos jeunes se tournent en rond. Et ça fait aussi qu'ils décident aujourd'hui qu'ils n'ont pas d'avenir en Afrique et ils vont aller mourir. Et sur des milliers de jeunes aujourd'hui qui sont dans les prisons en Libye. Les jeunes m'ont dit, ça fait pleurer, ils ont dit qu'il y a près de 1000 prisons qui ont au moins entre 500 et 1000 personnes en Libye. Et ils partent, ils donnent 2-3 millions, ils payent 2 à 3 millions pour voyager. Ils n'en ont qu'un par an, ils prennent leurs économies et autres et tout. Mais pourquoi ils ne peuvent pas prendre ces 2-3 millions pour créer une entreprise ici? C'est ça. Donc quand tu arrives dans le camp, on va te dire, non, il faut que tu aies des millions pour démarrer. Non. Moi, j'ai commencé, je n'avais pas beaucoup d'argent. Donc, comment avec 500 000, plutôt que de payer l'argent à un passeur, je crée une petite entité et progressivement, je la développe. Voilà. Donc, c'est comme ça que le camp, vraiment, donc, c'est d'où l'importance de ce camp-là. Et c'est pour tous les Africains. Et nous allons faire, voilà, aujourd'hui, vous avez demandé un peu l'expérience qu'on a. On a déjà fait des camps. Non seulement nous sommes un centre de création de talents, on a formé beaucoup de jeunes. Aujourd'hui, Serco, on a formé plus de 30 000 jeunes au niveau universitaire. On a formé plus de 200 000 jeunes au niveau du cycle secondaire. Donc, bon, tout le monde connaît Serco dans et autres et tout. Et nous avons aussi fait des expériences avec les Nations Unies, le programme des Nations Unies pour le développement. On a eu des jeunes qu'on a récupérés, que nous avons formés rapidement, qui aujourd'hui sont des entrepreneurs. On a travaillé avec le Fonds des Nations Unies. On fait des programmes importants. Maintenant, je veux démocratiser ça pour que toutes les personnes qui ont envie de s'autonomiser puissent venir 48 heures simplement. Plutôt que de prendre l'argent, parce que c'est 60 000 seulement, vous venez dans le camp, plutôt que d'aller en week-end à Assini ou bien autre et tout, et puis bon, de juste s'amuser, parce que c'est ça aussi, on est habitué à trop fêter en Afrique. Je suis révolté parce que, voilà, j'estime que on a beaucoup de talents qu'on laisse passer. Donc, les gens peuvent venir dans le camp un vendredi soir à 18 h et sortir le dimanche, mais ils vont sortir avec quelque chose. Bien sûr. Voilà. Et donc, ces 60 000, ils ont
les repas qui sont offerts, l'hébergement, mais aussi tout l'apprentissage et une certification qu'ils vont avoir. Donc moi, j'ai même aujourd'hui envie aussi, même pour les jeunes qui sont au chômage de longue durée. J'ai rencontré la semaine dernière des jeunes, par exemple, qui ont fait la sociologie, la géographie. Ils veulent se reconvertir. Non, mais il y en a qui ont fait des masters en géographie. Quand je les ai sensibilisés, ils peuvent faire aujourd'hui des data scientists, Bien sûr. des data analysts. En quelques jours, le gars a une certification, il peut commencer à aspirer à avoir de l'argent pour résoudre ses problèmes. Donc, pour ces jeunes-là, on est capable d'aller jusqu'à 50% de réduction. Donc, mon objectif, comme je l'ai dit, c'est vraiment d'ouvrir ce que l'école n'arrive pas à leur montrer et ce qu'ils sont. En fait, ils ont aujourd'hui, ils sont bloqués. Et les gens vont dans les églises, les gens vont dans les tout le monde est en train de prier. Alors que notre problème, c'est effectivement comment nous commençons à croire en nous-mêmes. Parce qu'il faut dire, même si Dieu va nous aider, il faut que nous-mêmes, on commence à faire quelque chose. Mais si on ne fait rien, tu as fait un master en sociologie, tu vois, même tu sais que ton master en sociologie, là, de toute façon, les sociologues, il y en a déjà tellement en Côte d'Ivoire et en Afrique que tu ne vas pas trouver travail dans 10 ans, là. Ouais. Toi qui as fait sociologie, géographie, je sais pas, philosophie, les trucs, et autres et tout, même ton professeur sait que tu ne vas pas trouver de travail. Donc, il faut que les gens prennent conscience de ça. Ouais. Et moi, j'ai la chance, en fait, quand je faisais ma thèse en informatique, mon directeur de thèse, qui a été directeur adjoint de la prospective en France, qui a écrit Le Monde en 2100, avec Thierry Dugonnay, m'a dit, il faut faire un peu de prospective. Il faut que tu imagines l'Afrique dans 50 ans. Donc, avant de commencer à faire la première partie de ma thèse a été quelle sera l'Afrique de 2100? Voyez un peu. Et nous sommes dans un contexte où le nombre de personnes en Afrique va continuer à monter de façon continuelle. Et en 2100, une personne sur 2 dans le monde sera africaine. Donc, c'est important qu'on puisse savoir que nos politiques puissent comprendre que, soit on réforme l'école, soit on s'oriente véritablement vers un modèle qui permet à nos jeunes d'étudier. On ne peut pas étudier 5 ans et ne pas trouver du travail. Venez 48 heures, c'est ce que j'ai dit simplement. Que les gens viennent d'abord. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, voilà, on peut se certifier et autres et tout. Oui, vous venez parce que nous, on vous crée l'environnement. Les certifications, ce n'est pas nous qui les donnons, puisque c'est des environnements. Nous avons pris des contrats avec Coursera, avec d'autres et tout, où tu sors une certification internationale donnée. Le seul problème, c'est que le jeune se dit que c'est en 6 mois qu'il va le faire. Il se dit que c'est en 3 mois qu'il va faire ça. Et nous, on lui donne les moyens pour apprendre et répondre à tout et tout, pour pouvoir être spécialisé vraiment et commencer à comprendre que ce qui est important, ce n'est pas le savoir, c'est comment je fais pour savoir si je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Vraiment, votre développement m'inspire, ça me motive tellement parce que je reçois énormément aussi de jeunes qui sont perdus, qui ne savent pas comment se former, ils ne savent pas apprendre. C'est-à-dire, ils n'ont pas eu forcément les rudiments pour apprendre à apprendre. Voilà. Et l'école, je le dis aujourd'hui, quelqu'un qui sait apprendre lui-même, qui sait être autodidacte, qui sait participer à ce genre de formation, qui sait s'inspirer des expériences des autres, est vraiment au-dessus de celui qui compte que sur le diplôme pendant 5 ans, pendant 4 ans. Voilà, quelqu'un qui a une formation pratique, qui sait construire quelque chose, qui sait répondre à un besoin. C'est vraiment ce genre de talent-là qui réussissent en 2025. Quoi. Et vous avez bien compris. Et moi, je vous ai découvert un peu à Metz. Quand je vois ce que les gens faisaient au Ghana, je suis allé jusqu'au Ghana pour voir un peu. Moi, je suis allé partout dans le monde pour voir les modèles qui marchent. C'était ça qui m'importait d'abord. Je dis, mais pourquoi les autres arrivaient à le faire et nous, on n'arrive pas à le faire? Et c'est parce qu'aujourd'hui, on a aussi mis les jeunes qui ont appris par eux-mêmes, on les a mis à un niveau où on te dit, non, il a bricolé, lui, c'est un autodidacte. Et les gars, en fait, qui sont à l'université, comme ce n'est que par le fait qu'ils affirment qu'ils sont professeurs, ils peuvent arriver à démontrer que les autres ne savent rien. C'est ça. Vous comprenez un peu? Ils sont obligés de ramener les autres à un niveau bas. Alors que c'est eux qui n'ont aucun niveau, en fait. Bien sûr. C'est-à-dire que moi, j'ai fréquenté, vous comprenez, comme je l'ai dit, j'ai travaillé beaucoup avec le Cameroun, donc je connais le système. Et c'est triste, le système. Vous avez des professeurs qui enseignent l'informatique, ils ne savent même pas coder. Wow. Non, mais moi, je dis que l'anecdote que je vais vous raconter, un jour, j'avais un professeur d'algorithme
Parce qu'à un moment donné, quand j'ai voulu faire la réforme, on avait 90 heures d'algorithme pour que les études puissent apprendre donc, la programmation et autres et tout. Et j'ai diminué le nombre d'heures à 60 heures. Et il était venu se plaindre. Je dis, ah non, pourquoi on a changé mes heures, tout ça là, il dit, assieds-toi. Voilà l'ordinateur, il faut coder, je vais voir. Le gars ne savait pas coder. Et ce que je veux dire aux enseignants aujourd'hui, ce que je leur dis, c'est que le fait de ne pas savoir, ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, l'enseignant d'aujourd'hui, ce n'est pas l'enseignant qui sait. Parce qu'eux, ils conçoivent que l'enseignant doit donner les réponses. Alors que l'enseignant, le bon chercheur, ce n'est pas celui qui donne les bonnes réponses, c'est celui qui sait poser les bonnes questions à l'étudiant. Donc, aujourd'hui, si je suis un enseignant, je ne suis pas celui qui va venir délivrer la connaissance aux apprenants. Je suis celui qui va être là seulement pour organiser l'apprentissage. Moi, j'ai fait de la pédagogie. Donc, comme je l'ai dit, ça dit que comment est-ce que du cours magistral où je transmets le cours, je transmets le savoir à l'apprenant, parce que le savoir ne se transmet pas. Ça, c'est aussi l'autre chose. C'est-à-dire que quand vous apprenez quelque chose à un enfant dans une classe, tu es debout, tu parles pendant 4 heures, les scientifiques ont démontré. OK? Vous allez, Jean Houssaye, il faut aller voir, qui ont démontré qu'au bout de 24 heures, l'étudiant ne retient que 20%. Au bout de 6 mois, il a tout oublié. Vous qui êtes là, vous avez fait le bac, si je vous repasse votre baccalauréat, vous allez échouer. Et tout le monde va échouer si on repasse le baccalauréat. Parce que c'était juste de la mémorisation. Bien sûr. Alors que notre tête là n'est pas capable de mémoriser grand-chose. Donc c'est important aujourd'hui, même si je sais, mais qu'est-ce qui est dans la tête des milliards de personnes dans le monde? Aujourd'hui, non seulement c'est ceux qui sont certains, mais ceux qui existent depuis 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. C'est toutes ces connaissances qu'on a emmagasinées quelque part et qui est désormais accessible. Donc aujourd'hui, le professeur ne doit plus prendre comme un enjeu que les jeunes aient accès à la connaissance, mais c'est comment il va organiser l'apprentissage pour que les jeunes puissent apprendre les uns des autres, collaborer avec les autres, communiquer, résoudre des problèmes. Et quand ils sont bloqués, comment ils peuvent accéder au grand savoir qui est aujourd'hui disponible pour tout le monde. Et maintenant, utiliser cette connaissance-là pour agir. Et le professeur, en ce moment-là, devient un coach, devient quelqu'un qui félicite, qui motive. Moi, je vais vous donner un exemple. Ils ont fait une expérience en Inde pour apprendre l'informatique à des enfants. Et ce qu'ils ont fait, ils ont déposé une grand-mère. Bon, avant d'abord de déposer la grand-mère, ils ont déposé un ordinateur. Et ils se sont rendus compte que quelques jours après, quand ils sont revenus, les enfants qui n'ont jamais été à l'école étaient capables d'allumer l'ordinateur, de commencer même à taper sur l'ordinateur tout seul. Maintenant, ils ont déposé la grand-mère à côté. Et la grand-mère, qui ne connaissait rien de l'ordinateur, son travail était juste de féliciter, de motiver les enfants. Bravo mon fils, continue mon fils. Et ils se sont rendus compte que les enfants se sont améliorés sur ce thème-là. Nos professeurs aujourd'hui doivent devenir des grandes mères. Le rôle n'est pas de transmettre la connaissance. Leur rôle, c'est d'organiser le système d'apprentissage et d'accompagner, de motiver, de coacher, d'ouvrir les réseaux, de pouvoir appeler, voilà. C'est leur rôle aujourd'hui qu'on doit pouvoir chercher à avoir. Wow, super. Et quand j'ai visité aussi le camp, il y a quelque chose qui m'a vraiment impressionné. J'ai vu un tableau, une affiche où il y avait les différents secteurs d'activité en Côte d'Ivoire. Parce que quand quelqu'un rentre, il se rend compte que directement, il s'agit de créer quelque chose qui pourra répondre, qui pourra aider l'économie ivoirienne. J'aimerais comprendre comment vous est venue cette motivation de faire ça. D'abord, ça aussi, c'est l'autre défi. Si les jeunes doivent entreprendre, dans quel domaine ils doivent entreprendre? L'entrepreneuriat, comme l'apprentissage à l'école, tout ce qu'on doit faire doit viser les piliers de l'économie du pays. Parce qu'on innove dans un environnement. Et c'est l'environnement qui a des besoins. Donc, si je suis en Côte d'Ivoire, quels sont les problèmes de la Côte d'Ivoire? Quels sont les besoins aujourd'hui de la Côte d'Ivoire? Et là, on va voir que la Côte d'Ivoire a beaucoup de matières premières, produit beaucoup, mais ne transforme pas beaucoup. Donc, le premier pilier, l'agriculture. Les jeunes aujourd'hui doivent savoir que ce soit en big data, en informatique et autres et tout, je peux être dans l'agriculture et faire des choses. Et l'agriculture dont on parle, ce n'est plus l'agriculture où tu es au champ. Tu peux être ici et puis donner à manger à tes poissons, ou bien à tes poulets, ou bien... Voilà, aujourd'hui, l'automatisme, l'immersion technologique nous permet de faire beaucoup de choses. Donc, le jeune doit comprendre que, il y a le secteur dans lequel
j'entreprends. Après, il y a comment je fais pour résoudre le problème et apporter le produit nouveau. Donc, on a l'agriculture, on a l'artisanat. Les métiers aujourd'hui, tous les métiers ont changé. La couture, le mécanicien. Avant, le mécanicien, quand tu viens, pour diagnostiquer une panne, il va faire beaucoup d'actions. Aujourd'hui, il a un scanner. Le peintre, la peinture a changé. Avant, pour peindre, les gars ont des truelles en main, etc. Et aujourd'hui, ils ont un pistolet. Vous comprenez? En 2 secondes, le gars a fait. Il fait d'abord des plans 3D avant de délivrer la peinture. Donc, la menuiserie, tout a changé. Le carrelage, tout a changé. Alors que nous pouvons faire des choses modernes sans forcément faire des lycées techniques, des trucs où les gars ça dit que c'est eux qui vous retardent. Parce qu'avant que tu n'aies le temps de sortir de là, aujourd'hui, maintenant, toutes les formations, les gens ça ne doit pas dépasser 2 ans. Si on prend quelqu'un, on le forme plus de 2 ans là, c'est que ce gars-là, on l'a abruti. Il faut que ça soit des choses vraiment qui soient spécialisées. Mais l'objectif, c'est que le gars, même en sortant, ait la formation tout au long de la vie. Parce qu'on se forme tous les jours. Même moi-même qui suis ici, ça dit que tous les jours, on apprend. J'ai fait une thèse, j'ai fait tout, mais je continue d'apprendre. Sinon, à quel moment je vais faire des conférences internationales, que je vais pouvoir être invité, pouvoir influencer le monde, etc. Et tout. Non. Il faut savoir que la formation est tout au long de la vie. Maintenant, quand on me pose une question, OK, j'ai un sujet à préparer. 30 minutes avant, je suis déjà préparé, j'arrive, je suis capable de parler. Parce que je connais comment j'essaie de savoir. Et après, il y a à partir de quel moment je fais une affirmation. À partir de quel moment je dis que ça est vrai ou n'est pas vrai. Vous comprenez un peu? Donc, quand vous avez fait les conceptions, voilà, donc vous avez fait, voilà, vous devez comprendre ces enjeux-là pour pouvoir agir et pouvoir. Donc, nous, on touche beaucoup au pilier de l'économie. Quand les jeunes arrivent, on ne leur fait pas juste du blablabla, du leadership et tout. Non. Ils vont s'attaquer aux problèmes qui se posent. Il y a des démonstrateurs qui sont là. Donc, quand on parle de la production, ils ont des serres intelligents qui sont là. Ils vont voir les chaînes de valeur. Il y a des produits de transformation. Il y a des machines de transformation. Il y a des modèles qui sont là. Et nous avons des référentiels technico-économiques qui leur permettent de ne pas perdre beaucoup de temps dans des business plans qui ne vont jamais être exécutés. Mais on va surtout les mettre en groupe, leur montrer comment commencer et peut-être de faire des erreurs. Parce que ça aussi, c'est l'entrepreneuriat. On ne peut pas entreprendre et penser que, bon, par la prière, tout va se marcher normalement et puis, voilà. Non, c'est pas vrai. Tous les entrepreneurs, c'est pas tout ce que vous entreprenez qui marche. Vous comprenez un peu? Mais parce que vous avez une conviction, parce que vous avez une organisation, vous apprenez de vos erreurs et en faisant et en améliorant, voilà, j'ai fait quelque chose, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Voilà, la notion de feedback qu'on ne donne pas beaucoup à l'école aussi. Parce que l'école, le feedback est donné par ton professeur. Et moi, je me rappelais, j'ai dit, mais quel est le système où tu fais quelque chose et toi-même, tu ne sais pas que ce que tu fais est bien et c'est le professeur qui doit te dire que c'est 20, c'est 20 sur 20. C'est-à-dire que et j'ai eu des amis, Nicolas Sadiga, c'est un ami qui a fait l'école 42 en France, je l'ai fait venir en Côte d'Ivoire ici. Et j'étais en train de corriger un travail de mes étudiants, ils faisaient un PowerPoint, tu vois. Et il m'expliquait que, mais pourquoi tu leur montres, tu corriges leur PowerPoint? J'ai dit, mais ils n'arrivent pas, même si on leur expliquait, ils n'arrivent pas, et tout, il faut qu'on leur... Il dit, mais c'est que tu ne leur as pas donné les critères pour apprécier un bon PowerPoint. En fait, le problème de l'école, c'est que quand le professeur lui-même te cache ses critères de notation, quand tu as balayé la chambre là, tu sais s'il y a du papier qui existe par terre ou pas. Le problème, c'est que tu attends que ça soit ta maman qui vienne apprécier si tu as bien balayé ou pas. Et donc, quand tu as travaillé là, tu ne sais même pas si tu auras 20 ou pas. Et donc, il faut qu'on commence déjà à expliquer à l'enfant à partir de quel moment il sait que ce qu'il a fait est bien. Parce que s'il sait ce qu'il a fait est bien, il n'a plus besoin du professeur. Vous comprenez un peu? Il doit connaître les critères qui font qu'il sait que ce qu'il fait est bien. La notion de feedback pour lui-même d'abord. Vous voyez un peu? Ah, ce que j'ai fait, c'est bien. Moi, j'ai eu des étudiants aujourd'hui que j'ai formés qui disent, quand je fais un programme et que je donne à quelqu'un que les gens critiquent, c'est que lui n'est pas un bon truc et tout. Le gars doit se supporter à un niveau où il dit, si je fais un travail, tu viens corriger. Si tu trouves quelque chose à dire, c'est que je n'ai pas été à un niveau donné. Et que le professeur cesse d'être celui qui même va évaluer, qu'il fasse le mort. Jean Houssaï,
qui est un chercheur, tous nos téléspectateurs de moins peuvent aller chercher. Jean Houssard a dit, il faut que nos professeurs fassent le mort pour que les étudiants se développent. Vous comprenez un peu? Parce que si eux, ils continuent d'être celui qui va aller prendre le savoir pour donner à l'apprenant, les étudiants vont faire soit le fou, soit le mort. Et aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est qu'ils font le mort pour l'instant à l'école, mais il arrivera un moment où ils vont faire le fou. Parce que quand ils auront 30 ans, 35 ans, dans la plupart de nos pays, ils n'auront pas de travail, vous allez voir que il y aura des soulèvements dans tous nos pays. Et moi, je l'ai dit en tant que scientifique, qu'à partir de 2030-2035, on aura des problèmes dans tous nos pays. Parce qu'on arrive à un système où la plupart de nos jeunes vont arriver à un âge où ils ne pourront plus se taire simplement parce qu'ils n'ont pas de travail. Waouh. Mais est-ce qu'on ne va pas vers la disparition du métier de professeur? Non, avec aussi l'intelligence artificielle qui... Oui, en fait, c'est que le professeur n'a pas compris que les métiers évoluent et le rôle du professeur même a évolué. Vous comprenez un peu? Le professeur, c'est celui qui organise le savoir. Ce n'est pas l'accès au savoir, ce n'est pas qui organise l'apprentissage. Je ne veux pas parler du savoir parce qu'il y a le savoir-faire, il y a beaucoup d'autres types de savoir. Le professeur qui sait tout là. Moi, j'ai fait une expérience. Quand on a démarré, on a commencé à parler d'automatisme, de robotique et autres et tout. On n'avait pas des enseignants pour faire ça. Avant, j'invitais des enseignants qui quittaient l'Europe pour venir faire des cours de robotique, de capteur. Quand ils faisaient les cours, moi-même, quand je vais dans la salle, quand le gars a fait cours capteur et autres et tout, à la fin, on ne comprend pas grand-chose. Après, je suis allé en Chine. J'ai vu dans les marchés les capteurs. Les gars, ils me disent, mais comment ces gars-là ont réussi à faire ça? Et puis nous, on est ici en train de dire qu'au master, des gars qui n'arrivent à rien comprendre. Et j'ai envoyé les jeunes du moins en Chine. On est arrivé, allez dans la salle, mettez les capteurs sur la table et donnez des projets aux étudiants. Dites-leur, ils vont faire un système du moins qui vont arroser de façon automatique et autres et tout. Les enseignants sont venus, sont arrivés à faire. C'est-à-dire que croire que l'enseignant doit être au centre de tout fait que l'école se cherche aujourd'hui. Okay. Il faut qu'on comprenne simplement que un enseignant, son rôle, il est là. Aujourd'hui, il fait peut-être un cours ancien qui est totalement dépassé. Demain, il peut devenir un professeur de Big Data. Quand il va venir dans la salle, son rôle n'est pas en fait de dire c'est quoi le Big Data, on s'en fout, qu'est-ce que la définition du Big Data. Il donne des projets aux étudiants. Son rôle, c'est d'organiser des petits groupes. Son rôle, de pouvoir en fait féliciter. Et quand les étudiants lui posent des questions, il ne sait pas. Il dit allez chercher. Okay. Parce que quand vous autonomisez les apprenants, quand vous n'êtes plus, ne les faites plus qu'ils soient dépendants de vous, vous les autonomisez et ils vont chercher par eux-mêmes parce que, en réalité, dans l'écosystème du savoir, ce n'est pas que le professeur. Il y a les autres étudiants. Il y a à la maison. Il y a le papa à la maison. Il y a d'autres types de savoir qu'on peut aller chercher chez d'autres personnes. Il y a Internet. Il y a ChatGPT. Il y a beaucoup d'autres sources qu'on peut avoir. Et donc, c'est ça l'enjeu aujourd'hui, que le professeur puisse apprendre aussi à enseigner autrement. C'est fondamental. De la même manière que les travailleurs aussi dans nos entreprises doivent apprendre à travailler autrement. Et tout ça s'apprend dans le camp qu'on a mis en place, dans le VITIB, donc le camp du... On arrive malheureusement à la fin de cette émission. J'ai appris énormément de choses. J'ai quelques dernières questions à vous poser. Oui. Quand j'étais là-bas, quand j'ai visité aussi, j'ai vu qu'il y avait énormément de matériel. Parce que vous êtes orienté pratique aussi, orienté faire. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces équipements? J'ai vu des cartes Arduino, des imprimantes 3D. Est-ce que vous pouvez en parler un peu? C'est ça. C'est-à-dire que l'élément central en fait de la pratique, c'est les équipements. Et tout est offert. Quand vous arrivez, par exemple, si c'est le prototypage, vous avez des fraiseuses numériques, des machines à commande numériques, des CNC, des découpeuses laser, vous avez des cartes Arduino, vous avez des Raspberry Pi. Voilà, vous pouvez tout prototyper. Des imprimantes 3D, vous avez des robots, vous avez des machines de réalité augmentée, vous avez les objets connectés, vous avez plein de les capteurs, vous avez plein de matériel. Voilà, pour pouvoir, ça c'est si on est dans le domaine du prototypage, de l'électronique et autres et tout. Mais quand on va dans l'agriculture, vous avez des serres intelligents pour la production, vous avez des machines pour la transformation, des machines pour l'élevage, des machines pour la pisciculture connectée. Quand on va dans l'artisanat, la couture connectée, vous avez des machines de couture. Voilà, l'idée, c'est vraiment que le jeune s'immerge dans la technologie. OK? Mais en même temps, des modèles pour apprendre vite, apprendre avec les autres, et aussi ils viennent pour se discipliner.
Tout est dans la discipline. Tout est aussi dans l'envie qu'ils doivent avoir de dire, moi, je veux impacter le monde. Moi, je vois beaucoup de jeunes, en fait, ils se disent, bon, je suis là, mon papa ne m'a pas dit ceci, ma maman ne m'a pas dit ceci, mon professeur m'a dit que je ne serai rien dans la vie. Mais le professeur t'a donné 20 sur 20, ça ne veut rien dire. Il t'a donné 0, mais c'est lui-même qui a 0 d'abord. Vous comprenez un peu? Parce que toi, tu es quelque chose, toi, tu es une lumière pour le monde. Vous comprenez? Et on leur explique qu'en réalité, quand un homme éjacule, en réalité, c'est près de 100 millions de spermatozoïdes qui sont sortis. Et c'est une course qui a été engagée sur les 100 millions. Et toi, tu es arrivé sur cette terre, c'est toi qui as couru, qui a dépassé tout le monde. Tout le monde est mort, toi, tu es venu ici. Tu ne peux pas dire que tu es venu sur rien. Sauf que l'école te dit que tu n'es pas intelligent dans tel domaine. Bon, tu peux ne pas être bien en mathématiques, mais ce n'est pas le seul type d'intelligence. Bien sûr. Tu as 9 types d'intelligence et on vous explique comment ça marche dans le camp. Et on explique que chaque jeune doit chercher quel est le type d'intelligence qui lui sied le mieux. Si tu demandes à Lionel Messi, d'aller piloter un avion, il n'est pas capable. Quand tu le mets sur un terrain de football, il marque des buts. Donc, il faut que chaque jeune soit apprécié, selon le type d'intelligence qu'il développe. Et ils viennent, on leur fait ce qu'on appelle le ikigai aussi. Ils doivent comprendre leur raison d'être. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui j'ai du plaisir à vous parler? Qu'est-ce qui fait que moi je n'ai pas peur? Moi j'étais allé chez les ministres, c'était le conseil des ministres, le secrétaire général de Cameroun a réuni tous les ministres de l'enseignement supérieur. Et je suis allé leur parler. Et j'ai dit, mais vous tous là, vous dites que le taux de chômage est de 2% dans notre pays. Mais c'est du mensonge. Vous savez tous que le taux de chômage, en tout cas parmi les jeunes là, c'est plus de 50%. Si les scientifiques, les gens vous mentent pour vous dire que le taux de chômage est, comment on appelle, à 2% parce que le sous-emploi est dedans et autres et tout, mais vous mentez. Vous comprenez un peu? Mais vous devez prendre conscience que c'est comme comment on appelle, la femme qui est enceinte. Le ventre va grossir. À un moment donné, ça va sortir. Le chômage là, le taux va sortir de façon flagrante. Et là, vous ne pouvez plus mentir. Mais vous avez intérêt à savoir que la femme est enceinte. Donc, de toute façon, c'est quelque chose qui va sortir. Ça va venir. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas peur de dire ça. Et je me rappelais qu'à l'époque, on était au Congo et j'ai rencontré le ministre de l'Enseignement supérieur. Les gens ont dit, ah, mais les gens étaient un peu choqués par ce que j'ai dit. Et quand on leur a demandé à tous les ministres, ils disent, bon, l'année prochaine, quel est le jeune qu'on va réinviter pour venir nous parler? Parmi les 3 experts qui étaient allés là-bas, ils ont dit que c'était moi qui allais. Je suis reparti, je leur ai rappelé les mêmes choses pour leur dire vraiment, commençons à croire en l'Afrique. L'Afrique est un continent d'avenir. C'est ça. Ce n'est pas normal que nos jeunes, malgré toutes les ressources minières que nous avons, malgré tout le potentiel que nos jeunes ont, malgré les ressources même que nos États ont, parce que ce n'est pas une affaire d'argent, que nous continuons d'importer des choses, que nous continuons de dépendre des systèmes externes et que nous croyons que c'est les Blancs qui vont venir nous donner des technologies. C'est totalement absurde. Bien sûr. Parce que moi, tous les étudiants que moi j'ai, ils sont au Canada, partout, ils sont les meilleurs. Nous, on a étudié du moins en Europe et on a été les meilleurs. Moi, quand je me rappelle, quand je venais au master, il fallait être moi, une mention très, très, très honorable pour faire la thèse. Et quand j'ai fait la thèse publiée, tout le monde peut aller voir thèse.fr sur Internet, du moins en France. Mais c'est important de savoir que quand nous, les Africains, on est là-bas, on arrive à nous différencier. Pourquoi ici, quand on arrive, on vient ici parce que le système familial, le système fait que tout le monde se complaît dans les choses que nous avons faites depuis 50 ans, nous sommes encore dedans. Et ceux qui arrivent à dire ça, eux, on les prend méchamment. On les combat. Donc moi, j'ai cessé de combattre le système. Moi, je ne parle plus. Moi, je dis seulement, le jeune il peut continuer de croire que son diplôme va lui apporter quelque chose. Quand son chômage va le taper correctement dans 10 ans, il va comprendre. Par contre, le jeune qui a envie juste de tester, peut venir, donc 48 heures, il va venir comprendre qu'est-ce que nous sommes capables de faire. Wow, super. Donc, comme je disais, on arrive à la fin. Ce fut un très bel échange. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot, un message de fin pour qu'on puisse clôturer l'émission. Voilà, vraiment te remercier les jeunes qui nous ont écoutés, de leur dire que j'ai eu un discours franc. Parce que à des moments donnés, j'ai presque envie de m'exploser, quoi, parce que je vois un potentiel. Chaque jeune africain est un avenir pour ce continent. Quel que soit, même les handicapés. Nous tous, nous sommes venus sur cette terre pour faire quelque chose. Et il faut que notre système cesse de croire que, voilà, et nous, le système a fait de telle façon qu'on attend tout des autres.
il y a des jeunes qui arrivent, qui disent, mon papa ne peut pas faire ceci, maman ne peut pas faire ceci. Ton papa t'a déjà mis au monde, il a fini. Moi, à 10 ans, j'étais placé. Mes parents ont tout perdu. Donc, je suis allé, j'étais placé à 17 ans. Mon oncle m'a dit, ah non, c'est les études dans notre famille et autres et tout, et bon, tu es dehors. Vous comprenez? Ça ne m'a pas empêché de créer mon entreprise. Donc, il faut que les jeunes puissent savoir que tout le monde peut arriver à réaliser quelque chose dans cette vie-là. Il faut seulement croire en nous-mêmes et croire en l'avenir de notre pays, de notre continent, et du fait que les Africains peuvent contribuer même pour le monde. Moi, j'étais dernièrement en Chine. Vous savez, j'ai des investisseurs chinois. Je leur montre des choses qu'ils ne savent pas. C'est un plaisir qu'en tant qu'Africain, tu ailles montrer à un Chinois ce que il doit être pour que le Chinois investisse dans son entreprise. Donc, on peut faire des choses. Croyons en nous-mêmes, c'est le plus important. Wow. Merci beaucoup. Vraiment, merci à tous et on se dit à la prochaine.